Monsieur Cubertafon, ça n'a pas d'allure. Que dirait le maire? Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis très contente de vous voir si nombreux et nombreuses affrontant la pluie, le mauvais temps, le déluge et je ne sais quoi, ce qui est très finalement mythologique. Si on revient, vous le savez, à mes premières amours mésopotamiennes. Donc pas de mythologie pour certains d'entre vous aujourd'hui, quoique, on va s'immerger dans l'art de Miles Hyman et nous avons la chance de l'avoir avec nous. Merci beaucoup, Miles. Lève-toi, je te prie. Donc vraiment, c'est un grand bonheur de te recevoir. C'est un grand bonheur à plus d'un titre, évidemment. Vous avez remarqué notre somptueuse affiche de cette année, 12e édition, visuel de Miles Hyman, œuvre, dirais-je, de Miles Hyman, graphisme, vraiment un très très beau travail graphique. Tout le monde m'en fait compliment de Carol Schilling Hyman. Vraiment, c'est un beau voilà, tout le monde s'arrête et dit c'est magnifique, donc ça fait plaisir. Exposition, donc j'ai eu le plaisir de commissarier que vous avez dans le hall. Et donc, après la conférence, pour celles et ceux qui veulent, qui en ont envie, on prolonge avec une petite visite guidée par Miles. Ça sera le plus agréable. Et si vous avez des questions à lui poser, ça sera à ce moment-là. Donc, si vous voulez, nous allons commencer de suite. Et je vais me commettre à parler sous le regard du maître de son art. Bienveillant, tu as tout à fait raison. C'est une des choses que j'ai remarquées très vite chez toi. Alors, je suis en train de me battre, je pense que je vais gagner. Voilà, je vais me faire comme ça. Donc, l'art de Miles Hyman et la mécanique d'Hitchcock. Je suis vraiment ravie aujourd'hui de vous présenter l'œuvre de Miles Hyman, artiste donc franco-américain, que, pour résumer, il faut toujours, vous savez, commencer en résumant très vite, je dirais dessinateur et peintre, voilà, c'est les deux facettes qui m'intéressent vraiment dans son œuvre, exposée dans le monde entier, de New York à Genève, Barcelone, Rome, Beverly Hills et Limoges. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir une si belle exposition donc, dans ce lieu que nous aimons beaucoup, qui est la BFM de Limoges. Et je remercie ici toute l'équipe qui travaille très très fort à la BFM. Donc il s'agit, par le biais de cette conférence, d'inscrire pour moi l'œuvre de Miles Hyman dans l'histoire de l'art. Et lorsque je me suis posé la question, donc en tant que critique d'art, de comment j'avais envie de travailler ce sujet, de me dire que oui, Miles Hyman poursuit une voie artistique empruntée par l'artiste Edward Hopper, icône américaine qu'on ne présente plus. Ce qui m'intéressait, c'est de me dire, oui, il est inscrit dans cette filiation, oui, c'est une référence incontournable. On peut bien évidemment, dans le cas d'Hyman, la compléter par celle des films noirs des années 50, qu'il revendique pleinement. Mais surtout, je crois qu'il y a une passerelle entre l'art de Miles Hyman et celui de réalisateur anglo-américain Alfred Hitchcock, lequel n'a jamais fait mystère de son goût pour la peinture. Mieux, ce goût-là, ce goût donc d'Hitchcock a formé son regard au point que Gilles Deleuze, dans la foulée des travaux de Truffaut et de Chabrol, insiste sur le fait que Hitchcock a introduit dans le cinéma le concept d'image mentale. Et c'est ces ponts-là, à partir de ce concept d'image mentale, ce pont-là que je voudrais traverser avec vous, donc l'idée de l'art de Miles Hyman comme un cinéaste, en lien avec Hitchcock, cinéaste, avant tout peintre mental.
Une des caractéristiques évidentes quand on connaît un peu l'œuvre de Mal-Simon et qu'il faut choisir, ça c'est très compliqué, c'est cette capacité de travail très impressionnante. Je dirais, et c'est un compliment bien sûr, que c'est un boulimique de travail. C'est vraiment quelqu'un qui nous propose, on ne sait comment, avec un cerveau toujours en ébullition, des œuvres à la fois qui créent un univers, qui fondent un espace mental très cohérent et avec des supports d'expression différents. Affiches, BD, couvertures de livres. Pour les médiums utilisés, fusain, pastel, peinture à l'acrylique, c'est vraiment ce qui va m'intéresser, car il ne perd, et ça c'est important, jamais l'essentiel finalement dans tout ce travail-là, c'est vraiment installer cet univers cohérent, identifiable et déclinable, ce qui fait toujours la force, à mon avis, d'une œuvre. Cet univers-là se nourrit de la littérature. C'est pourquoi je vous ai mis 2 exemples derrière moi. Je dirais que la littérature est comme un héritage de son éducation, avec une grand-mère, Shirley Jackson, qui est l'une des grandes autrices de la littérature américaine, et j'en dirai un petit mot tout à l'heure. D'où ces nombreuses collaborations, mais pas simplement, car évidemment, si vous avez eu le temps de visiter l'exposition, l'angle choisi, qui est un angle, alors j'allais dire pas parmi d'autres, mais un angle qui permet de rentrer dans cette œuvre. Donc cet angle, c'est le suspense pour l'exposition, exposition inédite, que j'ai donc construite à partir vraiment du dialogue avec, enfin en tout cas j'ai essayé de dialoguer le plus parfaitement possible avec l'œuvre de Mal-Simon, c'est-à-dire avec la notion de mystère teinté de noir, avec des œuvres donc essentiellement au fusain, puisque c'était la volonté de ramener la couleur finalement par impression, en s'immergeant dans des œuvres qui sont en noir et blanc, mais qui peuvent nous permettre de nous projeter dans un univers mental fait de couleurs, fait de jeux de textures, d'architecture découpée, de silhouettes furtives. Pour en arriver à cette maîtrise, vous vous doutez bien que l'artiste a été formé et qu'il a formé son regard. Alors, si on revient un tout petit peu en arrière, 1962, naissance de notre artiste, le 27 septembre, à Bennington, dans le Vermont, aux États-Unis, dans une famille d'artistes. Jeune homme, il va étudier la peinture à la Buxton School de Williamstown. Il va découvrir la collection du Clark Art Institute. Et là, il va rencontrer des Renoir, des Sargent, Degas, Jérôme, Bougreau, Sisley, ma foi, de fort bons compagnons de route, me semble-t-il. Il va poursuivre ses études en art graphique, dessin et gravure à l'université et va réaliser ses premières expositions. Point important, 1985, il s'inscrit à l'école des Beaux-Arts, à l'école nationale des Beaux-Arts, avec Henri Clément comme professeur. C'est le moment de l'installation à Paris et c'est le moment où nous avons la chance de récupérer l'artiste. Cette éducation artistique tient compte de l'évolution de l'histoire de l'art, d'où l'exemple évidemment que vous avez derrière moi, l'importance des études classiques avant de trouver son propre style qui se lit fort bien dans son voyage au cœur de l'art à Rome dans la deuxième moitié des années 2000. Production de ce voyage à Rome, des carnets de voyage publiés dans la collection Louis Vuitton Travel Book. Si ce retour à l'histoire de l'art me semble important pour nous, j'aurais pu évidemment choisir différentes œuvres. C'est vraiment la Tentation de Sainte Thérèse qui m'a beaucoup parlé. Vous la connaissez sans doute, elle se trouve dans l'église Santa Maria della Vittoria, dans la chapelle Cornaro, dans cette église baroque du XVIIe. Et là, on y trouve donc la transverbération de Sainte Thérèse par le Bernin. En quelques mots, la scène d'un ange qui va transpercer le cœur d'une carmélite, en même temps, vous le voyez, qu'il soulève un pan de sa robe. Lacan,
qui n'en rate jamais une, parle de jouissance féminine et d'éjaculation mystique à propos de ce tableau. Et il est vrai qu'il a fait grand scandale. Et pour moi, que Miles Hyman, voilà, par le biais du fusain, choisisse de, plus que croquer, de rendre compte de sa vision de cette œuvre, entre en coïncidence avec son propre travail, puisque le Bernin nous livre ici, il faut bien se le dire, à la fois une extase et une scène érotique. Et ce côté spirituel et charnel me semble une clé pour aborder l'œuvre de notre artiste, pour aborder aussi l'œuvre d'Hitch, Hitch pour Hitchcock. On avait tendance à l'appeler par ce petit surnom, lui-même d'ailleurs, c'est-à-dire parler de la peinture, du cinéma, qui se nourrit d'arrêt sur image et qui se nourrit, quand c'est réussi, d'une grande complexité d'œuvres. En choisissant une couleur, je dirais, sanguine, pour traiter cette scène, Miles n'en finit pas d'anticiper l'acte de l'ange. Quant au drapé que vous voyez ici, j'attire votre attention sur le rendu, la lumière, le rendu du tissu qui va être un traitement où excelle l'artiste franco-américain. Mais pas simplement. Nous voici plus loin des jeux de drapé, plus loin des corps à corps mystiques, quand l'art tel qu'il est né et s'est développé en Europe peut être un petit peu mis de côté ou du moins va être réinvesti quand Miles aborde l'architecture et le panorama à l'américaine. On est sous influence bien sûr donc américaine, on est dans cette idée que d'emblée on peut ici approcher ce style unique, sans en connaître le vocabulaire spécifique, mais on ressent l'aspect cinématographique de cette œuvre, cette précision d'architecte, cet art imprégné à la fois de culture classique et de cinéma américain. Voilà ce que dit de lui Étienne Robial à juste titre. Champ contre champ, plongée contre plongée, plan serré, plan large, l'œil de Miles est un objectif. Et lorsque l'on sait que panorama vient du grec omara, et veut dire spectacle, on voit en quoi on entre dans l'art du spectacle au sens le plus noble qu'il soit. Voilà. On va finir ce petit tour de piste avant de rentrer pleinement dans notre sujet avec l'escalier, un dessin en impression numérique. On est en 2015, c'est le moment de la première monographie d'Hyman chez Glénat qui réunit plus de 200 œuvres, révélant au public l'évolution de sa technique, de l'ombre à la lumière cinématographique au service d'un faux hyperréalisme. À cette période, il dessine volontiers au fusain, scanne son dessin et colorise par Photoshop. Et regardez bien donc cette œuvre, puisque vous la verrez donc en fusain au cœur de l'exposition. Ce dessin en impression numérique a été réalisé pour une suite de faits divers, une série d'été parue dans Libération. Car dans ces multiples travaux, Hyman est un illustrateur et un dessinateur pour la presse en France et aux États-Unis. Libération, Le Monde, Télérama, L'Express, The New Yorker, The New York Times, etc., etc. La liste est très longue. Alors, cette œuvre permet aussi de finalement faire un petit peu, donner l'échantillon du point de vue. Le point de vue, c'est vraiment fondamental pour aborder cette œuvre. Vous allez voir comment ça se déploie. Tout à l'heure, on était sur le toit d'un grand building et nous regardions donc cette scène en face, ce grand panorama, avec ce petit personnage féminin qui regardait ailleurs. Là, on est à hauteur d'yeux de la victime. Victime, alors on peut y mettre un point d'interrogation, mais malheureusement l'histoire est quand même mal partie pour elle.
On est dans la place de cette femme, de cet homme qui rentre, qui monte vers elle, armé d'une batte de baseball. Et on se doute bien, hélas, que ça va mal se terminer. C'est ici une scène par les yeux d'une femme apeurée, ce que montre très bien le geste de la main, elle et nous, ensemble, sur le point de nous faire agresser. On est dans un tel condensé de suspense qu'il me semble difficile toutefois de ne pas penser à Hitchcock. Condensé de suspense par les objets, par les ombres, par le geste expressif de cette main, par la présence de l'escalier. Et on va voir combien l'escalier est important. On est ici dans le temps d'avant l'agression, dans le temps du suspense, l'instant d'avant le drame que Miles Hyman m'avait confié, préféré au drame lui-même. En somme, Hyman allie le vocabulaire du peintre et du cinéaste. En jouant, comme je vous le disais, de ses lumières, de ses points de vue, il réagence les tonalités. Il peut s'amuser des couleurs vives, il peut s'amuser de pastels. Tout est toujours dans la question de l'œil du réalisateur, avec des clins d'œil et volontiers une mise en abîme comme ici. Nous regardons quoi? Un caméraman qu'on voit de dos en train de filmer une scène. Sur la gauche, un projecteur qui est braqué donc sur la jeune femme. Alors, est-ce que ça marche? Je me méfie toujours de ces petites choses. Voilà. Donc, nous regardons vraiment en mise en abîme une scène en train de se tourner. Une scène, donc le centre de notre regard est happé par la jeune femme qui va entrer dans l'une des plus grandes boulangeries de Soho à New York. Donc on entre dans cette œuvre qui capte l'action de filmer une action. D'où cette notion de mise en abîme et une scène pour celles et ceux qui aiment comme moi le cinéma, une scène les plus difficiles à tourner qui est comment franchir une porte. Ça n'a l'air de rien et c'était une de mes premières leçons en cours de cinéma. Est-ce que M. Madjareff est arrivé ? Donc, M. Madjareff nous avait appris à l'époque que pour tourner une scène de porte, il faut que la personne ouvre la porte, la caméra se met de l'autre côté et accélère, gagne quelques secondes, parce que si on le fait en temps réel, on a l'impression que c'est au ralenti. Et si je dis cela, c'est parce que finalement, dans cette œuvre-là, il se pose la question du temps qui s'arrête, le moment où on va franchir ensemble la porte d'un dispositif donc cinématographique et pictural. Le plan, après cette introduction fort longue, je m'en excuse déjà, planter le décor, placer la lumière, Hitchcock, Hyman, le cri du tableau, le cadrage, la leçon d'Edward Hopper, la poétique du dos, la femme idéalisée et en conclusion, parce qu'il faut toujours que ça finisse bien, l'amour fait son œuvre. Donc planter le décor, placer la lumière. J'ai voulu comme point de départ aller dans les années 1920, début des années 20, on est en Angleterre, on commence dans les studios de cinéma d'Islington. Pourquoi ? Parce qu'on va rencontrer un jeune homme à l'époque qui s'appelle Hitchcock. Il vient de faire des études d'ingénieur, il a pris des cours du soir, entre autres d'histoire de l'art, des cours de dessin, des cours de peinture, et il découvre ce monde fascinant des studios. Il y présente quelques dessins un jour et il est embauché sur le champ, dans ce milieu considéré alors comme peu prestigieux, à la différence du théâtre qui est le roi. Parmi ces diverses occupations, il décide des intertitres de films muets, il fait mille et mille choses et en 22, il devient co-réalisateur en plus d'être dialoguiste, d'être chef opérateur. Il rencontre sa future femme, Alma Reville, qu'il épouse en 1926. C'est la date la plus importante, à mon avis, du début de carrière d'Hitchcock et de la vie tout court. Donc, il épouse la femme de sa vie. Et c'est la date de The Lodger, Les Cheveux d'Or, inspiré de Jacques l'Éventreur, d'après un roman de Mary Belloc Lowndes. À partir de là, tout commence pour lui
et pour notre histoire. La manière dont certains artistes, que ce soit Hitch ou Ayman, utilisent l'ombre et la lumière doit évidemment à l'impressionnisme allemand, de même que l'usage des échelles et des escaliers et de toutes les formes d'expression fortes comme les cris, les gestes saccadés ou ces grands gestes que nous avons vus tout à l'heure. La psychanalyse est au cœur de ce processus, en plus de la teneur politique, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là pour l'expressionnisme allemand, ce n'est pas mon sujet. En tout cas, on est dans des produits de l'époque, on pense évidemment à Fritz Lang, à ces personnages qui sont pris dans des étaux entre le bien et le mal. On est sensible à cette stylisation expressive et tout cela nous permet de dire qu'on est dans cette période fondatrice, vraiment fondatrice de la carrière d'Hitchcock. Il y rencontre le jeune Hitch, George Fitzmaurice, qui sera son mentor. Avec lui, il apprend quoi le cinéma s'apparente aux arts plastiques. Il apprend, et ça c'est la chose à retenir vraiment, à dessiner plan par plan. Tous les films d'Hitchcock sont pensés à l'avance, plan par plan. C'est vraiment un peintre et un dessinateur. En 1924, Hitchcock poursuit son apprentissage en Allemagne et il va s'éloigner du terreau de l'expressivité, de l'émotion contenue dans l'expressionnisme allemand. Il va s'éloigner des images fantasticantes pour aller vers l'expérimentation des touches picturales. Mais la leçon est faite, elle est acquise pour la vie, d'où je voulais absolument vous montrer cette scène incroyable. On est, en tant que spectateur, donc en face du personnage. Mais comment peut-on être en face de ce personnage, à hauteur de ses yeux, et voir une croix se dessiner en même temps, puisqu'on est en face? Donc voilà, on est dans l'art de l'illusion, et cette illusion va évidemment nourrir nos deux artistes. Les escaliers, Ayman décompose les scènes, on l'a vu, on a vu tout à l'heure sa scène d'escalier. Hitch, pareil, adore les escaliers. Il compose plan par plan, je vous l'ai dit, il dessine. Alors là, c'est pas lui, mais c'est aussi un dessinateur. Et une fois que tout est fait, que les dessins sont tous mis les uns à la suite des autres, il n'y a plus qu'à filmer. Et filmer, c'est la partie peut-être qui l'intéresse le moins, puisque tout est fait. Je vois mon histoire dans ma tête comme une série de peintures se déplaçant sur divers arrière-plans. Peut-on lire dans Hitchcock par Hitchcock? Et tout cela, évidemment, pour nous amener à cette proximité, l'agent secret. Donc là, on quitte Hitch, on quitte aussi... j'aurais peut-être pu vous le dire à ce moment-là. On quitte Godard qui dit avoir compris combien Hitch était un créateur de forme, un peintre, et qu'il fallait en parler comme Tintoret, et pas seulement du scénario, du suspense ou de la religion. Et nous voici à l'agent secret, 61 ans après The Lodger, 35 ans après Vertigo. C'est sous le pseudonyme de Milo Dax que le jeune Ayman, muni d'une formation de beaux-arts, aborde non pas le 7e, mais le 9e art, avec L'homme à deux têtes en format à l'italienne chez Futuropolis. Il débute sa carrière d'illustrateur professionnel pour le magazine Lire. Ses illustrations au fusain des chroniques ferroviaires de Marc Villard se font remarquer en 89, comme celle un an plus tard d'American Transfer de Dos Passos, et en 93, on est avec L'agent secret de Joseph Conrad, toujours chez Futuropolis. Le fusain est son plus fidèle outil d'expression, et je pense qu'on en reparlera tout à l'heure dans l'exposition, avec l'impression de l'esquisse, le travail de deux sortes de fusains. Un fusain d'abord froid, on estompe, on reprend avec du fusain chaud, on estompe avec un petit tortillon, un petit papier donc roulé, très souple, qui permet de faire des dégradés et des jeux d'ombre subtils. Je vous laisse pleinement profiter de cette illustration. J'ai dit illustration, mais je préférerais dire œuvre, si Miles me permet.
Hopper. Voilà. On est dans un univers qui se complète, un univers où je reprends Matt Hyman donc en parole sur ce travail de Hopper, pardon. Une planche noir et blanc contient toute une gamme de couleurs. Oui, mais en même temps, Hyman croise toute une série d'influences pour bâtir son univers, le rendre cohérent. Et là, la filiation forte, non seulement avec Hopper, se lie, mais c'est un film noir. On est dans le film noir, on est dans la rue mal éclairée, on est dans le personnage seul. Tout cela est contenu et se voit, entre autres, pas simplement, mais c'est l'exemple que j'ai choisi avec l'agent secret. On fait parler le fusain pour évoquer les zones grises de l'histoire, plonger dans la psyché humaine, ne jamais négliger cet héritage du film noir. Et Miles préfère aux lignes tortueuses de l'expressionnisme allemand les plongées et contre-plongées des buildings aux lignes dures, favorisant les objets qui n'intéressaient guère les expressionnismes allemands, sans oublier les grandes leçons sur les espaces de transition que sont, par exemple, les escaliers. C'est pourquoi donc je vous ai mis un peu une évolution de la façon de traiter, d'abord par les expressionnismes, le film noir, et une des scènes, parce qu'il y en a beaucoup, une des scènes d'escalier chez Miles Hyman. Ainsi, notre artiste conserve-t-il cette marque de fabrique des jeux d'éclairage héritant pleinement de l'expressionnisme allemand, réinvesti par les films noirs de la grande période américaine, avec ses lumières de bas, ses lumières d'appoint, cet adoucissement des ombres, cet éclairage en contre-jour, toute cette création des effets qui vont constituer un univers singulier et manipuler les points de vue. Donc comprenez une chose, il ne cesse de nous manipuler. C'est un grand maître de l'illusion. Une de mes œuvres préférées. Plus Hitchcockien, moi quand je l'ai vu d'emblée, j'ai été transposée dans un film d'Hitchcock. À mon sens, la sensibilité, la proximité de cette sensibilité entre les deux artistes se lit pleinement ici. De même si on est en couleur, on sent le fusain, le travail au fusain qui ressort, parce que le fusain n'est jamais caché, même quand l'œuvre passe à la couleur. Il y a toujours du dialogue. Cette illustration fait partie, donc cette œuvre fait partie d'un tout de 56 qui accompagne un roman de Shirley Jackson, donc la grand-mère de notre artiste, donc un roman de 1958 avec, je dois le dire, un thème, là encore, qui pourra nous faire parler et repenser pour celles et ceux qui étaient à la séance de cinéma hier avec la diffusion du film d'Hitchcock, Les Enchaînés, Cary Grant et Ingrid Bergman. Pourquoi je dis cela ? Parce que dans ce livre, on nous raconte la fin du monde qui est prédite par la tante Fanny. Une famille se retranche chez elle, coupe contact avec l'extérieur, se pense en sécurité. Mais ça, on le sait bien, être en sécurité avec sa famille. Retranché, ça dégénère toujours. C'est quand même le fond de commerce du roman noir, du roman d'horreur et des films noirs. Shirley Jackson, j'ai dit un petit mot parce qu'on va la retrouver avec La Loterie de l'autre côté. Miles Hyman vous le présentera, je pense que je ne vais pas le faire ici et je gagnerai comme ça un peu de temps pour vous dire des choses peut-être pour aller un petit peu plus loin, mais sachez que c'est une grande maîtresse de la tension narrative et finalement ce don de Shirley Jackson est passé dans les gènes et va se traduire par le dessin et la peinture de notre artiste. Et on arrive, donc, après avoir vu beaucoup de gestes, au cri,
au cri du tableau. Je vous ai parlé de The Lodger et c'est vraiment important parce que dans ce film expérimental dont Hitchcock parle beaucoup dans le fameux Hitchbook, la Bible de François Truffaut, il va installer un univers d'images réactionnelles. On montre un événement par la réaction qu'il suscite. Et là, donc, en regard, donc The Lodger, et vous l'avez peut-être reconnu dans un petit coin, le cri. Pourquoi le cri? Parce que le cri traverse toute l'œuvre d'Hitchcock. C'est le cri de l'artiste norvégien Edvard Munch, c'est le cri de la nature, c'est ce tableau, rappelle le peintre lui-même, qui est un autoportrait pour dire un instant de sa vie, un instant terrible. Il l'écrit dans ses carnets. Je me promenais sur un sentier avec 2 amis, le soleil se couchait. Tout d'un coup, le ciel devint jaune et rouge sang. Je m'arrêtais fatiguée et m'appuyais sur une clôture. Il y avait du sang et des langues de feu qui éclaboussaient le sentier. Mes amis continuèrent et je restais tremblant d'anxiété. J'ai senti monter en moi un grand cri et j'ai entendu le cri infini qui passait à travers l'univers et qui déchirait la nature. Ceci explique pourquoi le paysage du tableau ondule, que tout vibre, y compris le corps de Munch. Tout est déformé. C'est ce cri-là qui existe en 5 versions. Ce cri, c'est pour le coup l'une des grandes clés pour Hitch. Et donc on va retrouver jusqu'à Ayman. De The Lodger à Frenzy, en passant par L'homme qui en savait trop et les oiseaux, c'est le symbole de la terreur. D'ailleurs, Hitch fait lire la nouvelle de Dumaurier, donc Les Oiseaux, à son chef opérateur sur le tournage de La Mort aux trousses. Celui-ci va être tellement bouleversé qu'en une nuit, il va dessiner sans cesse des visions, dit-il, sorties du cri de Munch. Comment ne pas penser alors à ce que dira plus tard Ayman à propos de la vie secrète des écrivains qu'il adapte en BD. Adapter, dit-il en 2023 dans une entrevue, ce n'est pas remplacer, mais proposer une expérience visuelle. Là, je vous laisse donc, sans développer, contempler ces images. Celle-ci aussi, avec l'affichiste Boris Grinsom, dont je voulais vous montrer un peu le travail. Et arriver évidemment à Psychose, le cri ultime. Le cri ultime, ce montage absolument fabuleux, qui est une réalisation de Alma Reville, hein, le grand montage de la scène de la douche, qui va se terminer alors, de la pire des manières, c'est-à-dire à l'absence de cri total. Mais vous voyez, dans nos déclinaisons, j'aime beaucoup cette image-là, qui est travaillée d'après photo. Hein. L'affichiste travaille toujours d'après photo. Là encore, c'est le cri retenu. C'est une chose, cette retenue, qu'on va retrouver aussi chez Ayman. Donc, scène de la douche, terrible, ce cri, ce bruit, cette musique et cette fin. Cette fin où tout finit, où Alma met encore son grain, son petit, j'ai perdu l'expression, son grain de sel, merci beaucoup, son grain de sel, puisque au montage, quand elle vérifie tout avec l'équipe, elle se rend compte que l'actrice, dont Janet Leigh, a un tout petit silement, 3 fois rien, mais infime. On reprend, on refait, et c'est parfait. D'où l'importance d'avoir toujours sa femme à côté de soi lorsque l'on travaille. Folie, effroi, peur. 3 modalités, 3 manières de dire les choses, 3 manières de penser le suspense. On est dans l'image réactionnelle, on est donc dans 3 temps, mais en même temps, on sent donc toujours ce travail
qui continue dans l'histoire de l'art cette gamme d'expressions explorée, réinventée, reprise, siècle après siècle, année après année. Cet esprit graphique de Hyman s'inscrit dans cette tradition et bien sûr se singularise. C'est ça qui fait œuvre, avec le cadrage en gros plan sur le visage d'une femme en proie à la peur. Théâtrale, cinématographique, une gestuelle qui parle autant que le regard, aussi une grande intériorité. Les jeux de lumière et de contraste valorisent la beauté du modèle. Surtout, l'objet de la peur est hors cadre, en accord avec ce que Gilles Deleuze reconnaît à Hitch, à savoir que les actions et les affections sont toujours livrées à l'interprétation. En un mot, un immeuble, des lumières allumées. Mais vous le voyez, pardon, j'ai un temps non, c'est moi qui prends de l'avance. Vous le voyez, une n'est pas allumée. Est-ce que c'est pas pire? Qu'est-ce qui se passe ici? En même temps, c'est allumé autour, mais il n'y a pas d'ombre. Personne ne regarde, donc il n'y a pas de témoin. Qui va l'aider? Donc on peut se poser toute une série de questions et penser qu'on est dans un faisceau de relations qui se tissent pour augmenter la charge du récit. Hyman est un conteur et on est dans le récit. Rouge à lèvres, robe au pli sa maman dessinée, boucle d'oreille, une femme élégante. Que lui arrive-t-il? Est-ce qu'un homme l'a suivie? Est-ce qu'elle l'a entendu? Est-ce qu'elle n'a fait que l'entendre? Est-ce qu'elle se retourne à cause de cela? On soupçonne, on ne sait pas. L'expressivité, on va évidemment la retrouver au cœur de ce que Hyman travaille en BD. C'est le lieu, c'est l'expression par excellence dans l'ensemble de l'œuvre. C'est le médium qui convoque le riche catalogue d'expressions, de visages et de gestes. Là, j'ai pris 2 exemples qui me paraissaient significatifs et on retrouvera là aussi Shakespeare tout à l'heure à l'étage. On est à la place du lecteur, spectateur, voyeur. On est dans des récits engagés d'un côté sur un fond d'affairisme et de lieux festifs. C'est sur la gauche. Donc, vous voyez toute une série d'expressions. Combien il y a d'expressions dans cette planche? Il y en a énormément. Imaginez le travail que cela représente. Et de l'autre, une planche plus épurée, comme une respiration dans la vie des écrivains qui met en valeur Shakespeare et ce regard absolument incroyable. Mais qu'on ne s'y trompe pas, nous dit le grand critique Gilles Ratier, le 18 septembre 2023, dans BD Zoom, qui est un site que je vous conseille pleinement, qu'on ne s'y trompe pas. Si l'ouvrage, en parlant de la vie secrète des écrivains, distille du mystère en permanence, il nous questionne surtout sur les motivations et affres de la création littéraire, croisant les regards de différents acteurs du monde de l'édition. D'ailleurs, chaque chapitre de l'intrigue s'ouvre sur une citation d'écrivain célèbre que Miles Hyman a inclus dans son découpage, l'illuminant, à mon avis un mot très important, l'illuminant de son style unique et de ses couleurs vives. Mais les couleurs ont besoin de l'œil du cinéaste et du cadrage, d'avoir une fenêtre sur le monde. Là encore, Gilles Ratier en parle très bien, mais je vais avancer pour aller du côté de Hopper. Le danger que recèlent les ombres portées, les effets que miment les jeux du soleil, les éclairages cinématographiques, Hopper en a fait son obsession. Wim Wenders, grand admirateur de cet artiste, y voit, je le cite, la condition existentielle de l'homme lors de la rétrospective au Grand Palais en 2018. J'espère que vous avez eu la chance de la voir, elle était exceptionnelle. Cela va influencer Hitchcock avec la fameuse maison de Psychose. Donc là, l'image parle pour moi, je n'ai pas besoin de le développer. Fenêtre sur cour. L'idée de fenêtre sur cour, c'est ces scènes observées ainsi que les personnages qui nous disent « Attention, attention, regardez-moi,
Ces fenêtres-là sont comme des trous entre l'extérieur et l'intérieur. Pourquoi? Il n'y a pas de reflet. Ce sont juste des encadrements et notre regard est dirigé. Ce qui compte encore et toujours, c'est la lumière, c'est l'éclairage. Et cette idée qui s'infuse lentement en nous, le danger se fait fi de toutes les frontières. Cette œuvre-là, encore représentative de l'univers d'Ayman, avec des personnages erratiques dans des décors incroyables, faits des géométries, de littérature, de peinture, de théâtre, d'histoire puissante. Ça s'appelle « Femme à la fenêtre », titre bien descriptif pour ne pas nous amener plus loin que cela, puisque c'est l'image qu'il faut regarder, c'est l'image qui se raconte. Scène d'intérieur, assise sur un canapé, une belle jeune femme, répondant en cela aux critères d'une esthétique classique, et souvent, comme chez Ayman, sensuelle, énigmatique. Elle est dos à la fenêtre, et cette fenêtre, vous l'avez bien compris, c'est un écran de cinéma. Derrière, que voit-on? Des éléments de voyage, la mer, une maison lointaine qui n'est pas éclairée. En fait, elle est presque endormie, tandis que la femme nous semble rêveuse. Donc c'est très onirique. On est dans cette fenêtre dans l'art comme principe même de la curiosité, qu'elle soit ouverte, qu'elle soit fermée, qu'elle entre dans une relation, dans une narration documentaire, comme le Dahlia noir, mais documentaire qui est happé évidemment très vite par la fiction. L'American Dog, James Ellroy, revisitant le Dahlia noir, et couche supplémentaire, beauté de la chose, Miles Ayman, travaillant là-dessus avec Matz et David Fincher. Donc vous voyez, on est cinéma, on est littérature, on est dessin, on est œuvre visuelle, on est dans les fantasmes, on est dans le traitement du noir, de la mise en scène, on est vraiment dans une séance de cinéma. Alors, ce n'était pas du tout fait au départ, mais je suis très contente de moi d'avoir trouvé cette image avec notre petit Nosferatu qu'on avait tout à l'heure. Au fond, dit Miles Ayman, en avril 2019, mon réalisme est un faux réalisme dont je me sers pour accéder à l'imaginaire. Même très documenté, mes dessins ne sont pas des documents. Ils véhiculent sans cesse un ressenti. Et sans cesse, il en revient à son imaginaire, mais son imaginaire drainé par tous les autres, à savoir par exemple, là, je n'ai pas besoin d'en dire plus, le grand imaginaire de Hopper. Faisons discuter, dialoguer les œuvres entre elles pour sentir toute cette beauté du noir et blanc de la couleur et de voir que les artistes, nous le savons, sont quoi? Ils sont des phares pour nous, puisqu'ils sont là pour nous montrer ce que nous ne voyons pas. Vous connaissez aussi ce très beau tableau qui a été très important et très diffusé pendant la pandémie. Voilà. Faisons-nous plaisir. Faisons-nous plaisir. Et imaginons ce que cette femme regarde ou ne regarde pas. Imaginons toute la scène à partir de ce regard en visière, ce vent qui joue dans le vêtement et dans les cheveux, qui est un peu une lutte pour nous amener à se poser cette question, mais que voit finalement le plus Ayman? Eh bien, les dos. Les dos. Hitch déclarait « Je suis hanté par les intérieurs citadins sans trop savoir pourquoi ». Vous allez me dire, je pars de loin, mais vous allez voir comment je vais revenir à mes dos. Parce qu'en fait, c'est les nabis. Je crois que la grande proximité... Alors, Miles dit oui de la tête, donc je suis ravie, ça me fait plaisir. Je ne suis pas à côté de mon sujet. Les nabis,
savait combien les intérieurs étaient importants. Et je voudrais revenir à quelques points d'histoire de l'art, puisque vraiment, c'est un positionnement de critique d'art. Hein. Je ne suis pas cinéaste, hein, moi j'en reviens toujours à l'art. Les Nabis avaient installé, en même temps que l'exposition universelle de 1889, ces bases d'un mouvement qui ne détruisait pas ce qui avait été accompli. C'est sans doute le dernier mouvement, d'ailleurs, à le faire. Ils étaient novateurs et respectueux. On le sait, les Parnassiens s'étaient opposés aux romantiques, les symbolistes aux Parnassiens, les Nabis prolongeaient les impressionnistes. Ils les prolongeaient autant par les scènes d'intérieur bourgeois, que les lieux intimes, que les scènes de plage. Et parmi ceux-ci, parmi ce mouvement, et bien sûr dans le mouvement et toujours à côté du mouvement, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est Félix Vallotton. Et ça tombe bien parce que Félix Vallotton a mis en scène beaucoup de dos. Peintre, graveur, écrivain, critique d'art. Vous voyez là encore, j'ai envie de dire touche à tout dans le sens encore noble du terme, comme on en l'a dit pour Ayman, comme on l'a dit pour Hitchcock et comme on aurait pu le dire pour d'autres. À la double nationalité, lui aussi, puisqu'il est franco-suisse, Hitch anglo-américain, Ayman franco-américain. Vallotton nous amène dans la contemplation et il nous met dans la posture de l'indiscret. Nous voilà voyeurs et espions, regardant une scène intime à l'insu du personnage. Et si vous explorez l'univers d'Ayman, vous verrez que les personnages de dos, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est ce qu'on appelle un motif obsessionnel, hein, qui se retrouve vraiment année après année dans toute l'œuvre sur 30 ans. Pas de réaction de visage, pas de singularité. On s'éloigne, cette expressivité dont on a parlé, de cette évidence du visage. Si je veux reprendre Emmanuel Levinas, qui en a très bien parlé, il n'y a plus de dialogue entre nous et le sourire ou le regard. Nous sommes dans une esthétique de l'esquive, du dérobé. Et par cela même, on touche encore plus à quoi ? À l'universel. On se trouve bloqué en même temps, donc avec une projection à l'infini, et en même temps coincé, car nous n'avons aucune liberté. Hitchcock disait, si vous donnez au spectateur la liberté de choisir, vous faites du théâtre et non du cinéma. Alors il disait beaucoup de choses, mais il était quand même très nourri par le théâtre. Quand vous regardez quelqu'un de dos, vous n'avez pas le choix que d'être guidé, bloqué. Et en même temps, c'est ça qui est incroyable, c'est que vous êtes bloqué et votre imaginaire peut tout faire. C'est paradoxal et c'est fascinant. Et je suis sûre que vous ne pensez pas à tout cela quand vous voyez les œuvres, mais une fois qu'on les a vues, je vous promets, on ne les oublie pas. J'aime beaucoup cette œuvre récente de 2024, toujours ce dos, cadrage, lumière, atmosphère, Ayman au style précis, qui tient de l'instantané photographique et de l'arrêt sur image. Vous vous souvenez, je l'ai dit, mais c'est important, on est dans une image arrêtée d'un film. Je trouve, alors j'ai pas pensé, mais en regardant ça, je sais pas, ça me fait penser à Wim Wenders aussi, quelque part. Je ferme cette petite parenthèse. Je suis d'autant plus contente de vous montrer cette œuvre-là qu'elle fait partie de ce superbe artbook que vous pourrez voir demain, qui est en vente au 31 mai et qu'on a la chance d'avoir en avant-première et qui est la dernière publication de notre artiste. Maurice Denis, vous vous souvenez ? Nabi, le mot d'ordre, le principe commun est d'exalter la couleur et de simplifier la forme. On est en 1889 et on voit toute cette pleine conscience et cette admiration des artistes qui ont précédé Ayman, et dont je ne reprends pas évidemment la liste, évidemment, puisque le but était de vous montrer beaucoup de choses pour que maintenant Ayman vibre encore plus pour vous.
tradition de modèle du dos, tradition qui nous éloigne du frontal qui est publicité dans l'art occidental depuis des siècles, avec ce lieu de l'intime. On a Friedrich Caspar, on a Dali, Salvador Dali, et pour petite parenthèse, Dali qui a travaillé avec Hitchcock dans la maison du Dr. Edwards, avec ses rêves surréalistes. Alors, est-ce que Ayman s'est adonné au surréalisme ou est-ce qu'il y a des choses qui peuvent s'apparenter? Oui, mais comme ce n'est pas mon sujet, et je pense, dans tout ce que j'ai trouvé, que c'est peut-être plus, pas anecdotique, mais un peu moins représentatif du grand univers, voilà, je préfère me concentrer sur donc, ce dos, bien sûr, le voyageur, le pavé dans la mare, le moment où cette tradition se cristallise dans l'histoire de l'art. Et ici, je voulais reprendre ce que dit Bruno Dubreuil, parce qu'il le dit tellement bien, je me suis dit qu'il ne faut pas réécrire quand c'est si bien écrit. Il parle de ce personnage vu de dos, rappelant que c'est un modèle iconographique, bien sûr né en Allemagne, mais que ce qui est le plus important, c'est ces idées de composition. C'est cette invention de ce personnage en contemplation à ce moment-là, avec la reprise, la réinterprétation du romantisme allemand. Et que finalement, on est dans une œuvre formidablement complexe, je le cite, il peint une nature grandiose, sublime, inquiétante, dont les forces dépassent l'homme et révèlent son caractère tourmenté. Brume, tempête, éperon rocheux et gouffre sont autant de sujets métaphysiques. Et dans les grands sujets métaphysiques de l'histoire de l'art, il y a les nuages qui nous disent beaucoup, chargés de lumière, chargés de sens, gorgés de sens. Voyez comme cette œuvre, donc qui est une huile, s'inscrit à la fois dans son temps, comme Friedrich le faisait aussi, et en même temps est totalement atemporelle et universelle. On est dans ces sens contraires dont je vous parlais, ce dos qui nous coince et qui nous révèle, parce que qu'est-ce que fait ce dos? Il nous amène vers l'infini. C'est quand même assez incroyable de se trouver bloqué pour regarder l'infini et de nous mettre dans ce paysage questionnant la place du spectateur. On est dans un paradoxe et on y est, j'allais dire, agréablement. Ce n'est pas quelque chose de douloureux à vivre, c'est quelque chose de très fort et en même temps, il y a toujours distillé cet érotisme propre à l'art aymanien, disons-le comme hitchcockien. C'est-à-dire la nuque. On va en reparler, la fameuse nuque. Il n'y a rien de plus érotique que ce lieu de la fragilité, ce lieu qu'on peut certes étrangler mais caresser. Et là encore, je repense aux enchaînés pour ceux qui l'ont vu. La présence et absence, l'érotisme du drapé, l'érotisme du chignon, qui fait qu'on n'a pas ce visage, qu'on n'est pas attiré par le visage, on est attiré par la sensualité de ce dos qui n'est pas comme souvent chez Ayman un dos très droit, mais qui se laisse un peu aller, un peu à l'abandon pour nous. Évidemment, nous en venons à Vertigo, où on retrouve, donc amusons-nous, puisque c'est le but du jeu, amusons-nous et développons. Donc on est dans une mise en abîme dans ce superbe film étant évidemment un doux euphémisme. On est donc le spectateur, on regarde un dos de femme et cette femme regarde un tableau. Alors,
En quelques mots, c'est comme l'idée de le dos pour ne pas être distrait par autre chose. Le tableau, on va se le dire tout de suite, c'est une croûte. C'est voulu. La plupart du temps, Hitch le dit, je mets des croûtes. Pourquoi ? Parce que c'est pas le plus important. C'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est cette femme au chignon, très élaborée, qui regarde le tableau. C'est nous, en tant qu'espions, qui la regardons, puisque, sans reprendre l'histoire du film, toute l'histoire est contenue dans le personnage principal qui regarde cette femme, qui regarde un tableau. C'est très court, mais je vais le développer quand même un tout petit peu tout à l'heure. J'ai peur de me laisser embarquer, c'est pour ça. Remarquez évidemment les jeux de couleurs. Remarquez cette construction qui est parfaite et qui nous conduit à la femme idéalisée. Alors, je fais un petit écart, mais c'est tellement une pierre de plus à mon édifice. Je voulais absolument vous montrer cette photographie donc de la photographe Sophie Drevon qui est avec nous et j'en suis très contente, qui fait partie de l'exposition de la passerelle en écho à l'œuvre de Mal Simon, à Hitchcock. Tout le monde dialogue joyeusement. Et voilà ce que dit Sophie Drevon pour présenter son œuvre dans la lignée du célèbre générique de Vertigo, si vous vous en souvenez. Une femme nous transperce du regard dans les teintes bleues et rouges. Dans sa pupille se reflète une ombre incertaine. Est-elle témoin de la scène de crime ou la prochaine victime d'une effroyable machination ? Tout cela est contenu dans ce regard, et c'est un regard de femme. Et la femme est essentielle, autant chez Hitchcock que chez Hayman. Les fameuses actrices d'Hitch. Hitch a de la femme une vision symboliste, à la Knopf, Burne-Jones, Von Stuck. Mais alors là, je ne vous en ai pas mis, j'avais peur de vous surcharger de trop. Sachez en tout cas, elle est belle, elle est fatale. Et Hitch va mettre au point une fabrique de la blonde, surtout à partir de son modèle phare qui est Grace Kelly. Pour lui, la femme idéale. Il ne se remettra jamais de ce que les monégasques refusent de la voir repartir tourner après son mariage avec le prince régnier. C'était mon petit côté people. Mais bon, alors, elle a refusé et si on y réfléchit bien, étant donné qu'elle aurait dû tourner Pas de printemps pour Marnie, on se dit que ce n'est peut-être pas plus mal pour les monégasques. Si vous vous souvenez du film, pour le moins, il est un petit peu intense et elle saurait donner une image bien singulière de la dite princesse. Si je vous dis cela, c'est évidemment parce que dans toutes ces actrices, on voit donc se dessiner des expressions, des visages, des ombres et lumières qui sont celles des grands studios, mais qui sont aussi des choix d'Hitchcock. Et puis incidemment, qui appartiennent donc au cinéma hitchcockien de l'Angleterre, qui va être sublimé dans la période américaine, qui ressurgit pour toute l'Europe, à tel point que quand The Lodger vient chez nous, on le traduit par les cheveux d'or, insistant une fois de plus pour nous sur ce qui est la blonde, la fameuse blonde hitchcockienne. Alors, de temps en temps, ça ne marche pas, des brunes. C'est pas grave. C'est pas grave. Hitchcock se dédouble et devient, par le biais de James Stewart, un Pygmalion qui va transformer la brune en blonde. Quand James Stewart, donc dans Vertigo, rencontre Judy, la brune, il va la transformer en la blonde Madeleine que vous avez vue tout à l'heure de dos, etc., etc. C'est une sorte de délire qui renvoie à ce que je rappellerai avec Deleuze, finalement, en début de conférence, ce qu'on appelle une image mentale. Et c'est ainsi, donc,
qu'on construit. Qu'on construit. Regardez, donc là, c'était aussi pour le plaisir des yeux et vous montrer, toujours en écho à l'exposition de Miles, l'autre pendant, donc sur la passerelle, puisque Sophie de Revon dialogue elle aussi avec Alfred Hitchcock, donc du collectif du lycée Turgot, avec une réalisation pour les panneaux de Julien Durand, pour nous permettre en fait d'apprendre et d'apprendre encore plus et de continuer ensemble le parcours. Fantasme absolu. Voilà notre personnage dans Vertigo. Donc la citation, en fait, le vert est ma couleur favorite. J'aime les couleurs de la terre, les verts, les bruns, les ocres. J'aime moins les bleus ou les rouges, nous dit Hitchcock. Et là encore, on voit que le traitement des couleurs nous ramène à cette idée de cette femme idéalisée et fantasmatique, au point que vous avez vu le chignon parfait, vous avez vu les maintiens, les vêtements. Hitchcock imposait et voyait tout à l'avance, y compris les vêtements. Donc il faisait réaliser ou choisir les vêtements en fonction de ses plans. Il n'y en a qu'une qui a échappé, c'est Grace Kelly, qui a imposé le choix de la nuisette dans Le crime était presque parfait. Elle avait raison. Alors vous me direz, et chez Ayman, parce que la blonde hitchcockienne, on la connaît bien. Et la blonde chez Ayman, eh ben, elle existe évidemment, la blonde. On va la retrouver donc dans cette BD, ce roman graphique, Ayman Fromental, Le coup de Prague, avec donc ce personnage d'Elisabeth Montaigu qui a existé, Montaigu, ancienne actrice qui a travaillé pendant la Seconde Guerre mondiale pour les services secrets américains. Donc on est dans ce coup de Prague, épisode de la vie de l'écrivain et scénariste Graham Greene à Vienne en 1948. Sans rentrer dans les détails, je voulais vous montrer comment Ayman donc avait à la fois suivi et réinterprété, bien sûr, le personnage existant et comment il va le mettre, ce personnage féminin, en lumière. C'est ce que j'appelle, moi, ma blonde d'Ayman. D'autant que, je ne sais pas s'il s'en souvient, en 2017, à une journaliste de France Inter, Miles Ayman disait qu'il s'était inspiré pour le coup de Prague de la femme hitchcockienne blonde. Référence explicite, et vous me direz, sommes-nous dans l'essence finalement de l'univers aymanien? Oui, si l'on se réfère à la grande sensualité de ces toiles, à la sensualité de ces personnages féminins, mais pas tout à fait, car la femme d'Ayman est brune. Elle n'est pas blonde. Elle est glamour. Petit écho aux affiches de Greensom tout à l'heure, avec cette idée donc de cet héritage des films noirs, de ces brunes moins froides que celles d'Hitchcock, même s'il y a des rapports quand même avec les symbolistes. Mais voilà, elle est brune, elle montre sa nuque, et par cela, il y a une sensualité plus forte, évidemment. La blondeur met une distance que les cheveux bruns n'ont pas. Et voyez dans ce tableau que j'aime aussi beaucoup, donc cette femme, là encore, comment elle se comporte. Alors, on la voit un peu, on voit un peu son visage, comment le travail de la tenue. Alors, vous dites, ça y est, on est dans la brune d'Ayman. Bah, pas tout à fait encore, parce qu'elle porte une robe bleue. Et oui, mais la femme d'Ayman, alors qu'on va décliner. Là, je voulais aussi vous montrer ce très très beau
Alors, je n'ai pas retrouvé la référence exacte, parce qu'il y avait j'avais deux informations. Et quand j'avais deux informations qui ne coïncidaient pas, je préfère ne pas mettre cette femme de dos devant l'horizon. J'aurais pu vous la mettre avec Aspar. Hein, on est dans le dos bloqué et l'horizon. Mais évidemment, celle qui m'intéresse, c'est celle de droite. Pourquoi ? Parce que la femme idéale, en sens du travail d'artiste, la femme d'Ayman est en rouge. Il nous dit « Je suis aimantée par le rouge ». Ayman. J'utilise les couleurs qui percutent sans être jamais criardes ni agressives. La mise en couleur constitue une étape à part entière de la création. Elle transforme le dessin initial, met en avant certains éléments, en rejette d'autres dans l'ombre. Voilà, c'est dit. Le motif obsessionnel est posé, bien posé. La femme d'Ayman est en rouge. Et vous pourrez la voir dans toute l'œuvre et la pister et la suivre. Je dis bien la pister parce que finalement, on est des voyeurs, elle est souvent de dos. Et même quand on est dans l'ombre, voilà, on l'a avec elle, on est toujours un peu cet espion. On a envie un peu de la caresser, on a envie de l'approcher. Et nous arrivons à la conclusion avec... je vais commencer par Hitch, ne l'oublions pas, et par ce que disait Patricia, la fille unique du couple hitchcockien, qui rappelait cette chose à maintes reprises. Elle a dit plusieurs fois, elle disait pour comprendre le couple de mes parents, il faut penser à Dieu. C'était des catholiques, pratiquants, à Dieu qui est en haut d'une montagne. Qu'est-ce qu'il fait Dieu en haut de sa montagne, dit-elle? Il est occupé à couper des oranges. Alors il les coupe en deux et puis il les jette. Et ça dévale, et ça dévale. Et de temps en temps, il y a deux moitiés d'oranges qui se réunissent. Et c'est ainsi qu'elle définissait le couple fusionnel à la ville et au travail, qui est donc composé d'Alma Reville et d'Alfred Hitchcock. Il y a eu un très beau reportage il y a quelque temps qui a été rediffusé sur Arte, justement sur le rôle d'Alma dans toute l'œuvre. Si vous avez la possibilité, c'est vraiment un petit bijou. Alma, fondamentale à toutes les étapes de lecture, enfin voilà, elle est là partout, elle est là jusqu'à la fin. On est en avril 1979 à Los Angeles. On est à l'hommage d'Hitchcock. Il est déjà malade. Vous voyez à côté de lui peut-être un acteur que vous reconnaissez. Voilà, donc Cary Grant. Et il manque évidemment que la parole. Que nous dit-il à ce moment-là? Il dit merci. Je voudrais mentionner 4 personnes. La première est une monteuse de films. La deuxième, une scénariste. La troisième, la mère de ma fille Pat. Je suis toujours émue, je suis désolée, ça me donne toujours envie un peu de pleurer. Je trouve ça tellement beau. La quatrième est la meilleure cuisinière capable de miracles au fourneau. Et leurs noms sont Alma Reville. C'est superbe. Et Alma détestait la lumière, donc elle était toujours dans l'ombre, elle refusait. Donc ce n'est pas que le maître était envahissant, au contraire, elle s'effaçait complètement, ça ne l'intéressait pas du tout. Mais en revanche, l'œuvre d'Hitchcock, c'est vraiment l'œuvre de 2 personnes. Avec Salvador Dali et Gala, on est aussi dans un couple qui est un couple pleinement artistique. On connaît, c'est peut-être plus connu de nous, l'importance de Gala dans l'œuvre de Dali, dans la fabrication même de l'image de Dali en plus de l'œuvre artistique. Elle est sur un nombre de toiles absolument infini et on aurait pu comme ça en mettre des centaines. Dali encore est très prolifique et quand elle n'est pas le sujet du tableau, elle apparaît dans le titre
à rallonge, la main de Dali retirant une toison d'or en forme de nuage pour montrer à Gala l'aurore toute nue, très très loin derrière le soleil. Hommage à Jean Lorrain. On est en 77. Bien sûr, j'ai choisi cette œuvre. C'est encore un dos. Et un dos dans les nuages. Alors, on est presque arrivé au bout du chemin. La femme en rouge, qu'on a tellement aimé contempler, qu'on a aimé un peu espionner, qui prolonge en peinture le concept d'image mentale appliqué par Deleuze au cinéma Ditch, cette image fantasmatique s'origine toutefois dans un modèle vivant. Le modèle vivant s'appelle Carole Schilling-Heimann. Muse, modèle, conseillère au sens vraiment d'être à cœur dans l'accompagnement de l'œuvre de Malz-Heimann, directrice artistique, illustratrice, qui se présente sur les réseaux très modestement en tant que passionnée d'art et de graphisme, mais qui, quand elle ne travaille pas, j'allais dire, à son œuvre à elle, fait des écrins pour l'œuvre de monsieur. Voilà. Je voulais vous montrer par clin d'œil ce petit jeu que j'ai eu avec Carole au moment du choix des œuvres. Donc vous montrer un petit peu à la fois toute la progression, puisque donc on est dans cette œuvre de 2014, vous la voyez au fusain, vous la voyez donc le travail en couleur, et vous voyez la muse, le modèle, l'inspiratrice, le moteur de l'artiste. Là, je crois qu'on a tout bien dans ces deux images ce qui nous conduit à America. America, donc de Malz-Heimann, conception graphique, direction artistique par Carole Schilling. Et je pense que sur ce, on pourra dire... je vais finir peut-être juste par une citation, une dernière, si vous me permettez. Elle va être très très courte, mais comme ça, pour le plaisir. Ce n'est même pas moi qui devrais d'ailleurs la dire. Mais je me fais le porte-voix. C'est au tout début. Ou alors non, c'est tout à la fin plutôt. Évidemment, voilà. Je tiens à remercier Carole Schilling, mon épouse, mon inspiration, femme que j'aime de tout mon cœur. Ce livre America lui doit sa forme, sa beauté, sa cohérence, tant de qualité qu'elle reflète parfaitement. Merci. Bon, vous me gênez. Merci beaucoup. Carole aurait dû être avec nous et je pense que c'est un crève-cœur pour elle. Son ordinateur a décidé, et je compatis tellement, à planter. 3 jours de travail perdu, des urgences, un travail à rendre pour lundi. Mais elle est de tout cœur, je l'ai dit à notre artiste, elle est de tout cœur avec nous et tu lui diras tout le bien qu'on pense d'elle. Alors, si vous êtes d'accord, vous avez quelques questions, mais l'important, je pense, c'est d'accompagner Malz-Heimann donc pour la visite à l'étage avec lui et profiter jusqu'au bout
de sa présence et de l'honneur qu'il nous fait d'être avec nous. Je voudrais juste si vous voulez bien, qu'on l'applaudisse.